Bonsoir à tous les confinés chez eux ou confinés dans le TGV en direction du sud. Ils sont des centaines de milliers quand même. C'est un bon confinement d'aller rejoindre les plages. Alors voilà, on est parti pour le troisième live de courant constructif. Alors je vais tenter de voir si les commentaires fonctionnent parce que j'ai toujours le même problème. Là, je vois des commentaires mais ils s'affichent pas. J'ai la colonne commentaires mais elle fonctionne pas. Ah si, voilà. Ah ben voilà, Mireille qui a commenté, impeccable. Bon ben donc cette fois-ci, il n'y a pas le même bug que l'autre fois, tout fonctionne. Bonsoir Mireille. Alors, comme d'habitude, donc je vais commencer par faire le tour des petites questions qui sont de grande importance, ou des grandes questions de petite importance au choix. Voilà. Alors, de Mireille, puisque on a Mireille qui est là. Des propositions de changement au niveau de la vie quotidienne qui permettront de garder sens à cette vie en y écartant les peurs actuelles, du chômage par exemple. Alors, c'est une question qui est évidemment très vaste. C'est le thème de ce live. Il faut bien comprendre que je suis dans une position assez délicate parce que mon rôle là, le rôle que je joue, c'est de tenter de vous expliquer ce que nous proposons pour l'économie demain, mais je ne peux pas vous l'inculquer. Je veux dire, il faut faire preuve d'imagination pour pouvoir accepter l'idée de la société de demain. Et donc, ça fait que vous devez abandonner certaines vieilles lunes, comme j'en ai lu cette semaine, qui parlaient de l'oisiveté des gens qui, si on abandonnait le travail, on m'a dit le travail cadre la vie, hein, ça la régule, ça crée du lien social, etc., etc., etc. Et donc ça sous-entend que si les gens n'ont plus de travail, eh ben leur vie est perdue. Et c'est évidemment complètement faux. Il faut sortir de ces vieilles lunes. Et il faut absolument comprendre, imaginer ce que peut être une société d'une économie euh, beaucoup plus apaisée, une société beaucoup plus tranquille. Elle est beaucoup plus dynamique économiquement, mais beaucoup moins énervée. Aujourd'hui, notre économie, elle est stressée, elle est énervée, elle est inefficace, elle est non rentable, et à cause de ce manque de rentabilité, on adopte des tas d'artifices financiers, sociaux, pour contraindre à un semblant de rentabilité. On va jusqu'à organiser les normes internationales pour pouvoir justifier des choses dans le PIB, pour pouvoir prouver qu'on est encore apte à produire quelque chose. Et c'est évidemment, c'est que des subterfuges en fait, c'est de la fumée et ça se traduit par de l'endettement, de la misère, de l'inégalité, etc. Et donc tout ça, c'est une société qui est énervée. On vit dans une société qui aujourd'hui est agressive. Au point que si on n'a pas d'emploi, en tout cas à long terme, à très court terme ça va, on a un système social, mais en tout cas à long terme, ou disons à moyen terme, au bout de 2 ans, c'est fini, vous êtes ruiné, hein, voilà, vous avez tout perdu. Et donc ça induit du stress. Et dans cette économie dont on vous parle sur courant constructif, cette possibilité n'existe plus. C'est une option qui a disparu, ce stress. La société de l'avenir est apaisée parce que c'est une société de possibilités au pluriel. Vous avez une infinie combinaison d'opportunités de faire votre vie différemment. Aujourd'hui, le nombre de possibilités, ça dépend de votre situation de fortune, évidemment. Si vous êtes assez riche pour ne rien faire, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Mais si vous ne l'êtes pas, eh ben, vos options sont assez limitées. Le peu d'influence que vous avez sur votre vie, ça va être de bien travailler à l'école, comme on a pu l'entendre. Voilà, finalement, c'est assez mince. Alors que là, pas du tout. Avec ce qu'on propose là, la question de l'angoisse du chômage ne se pose plus.
Tout simplement, elle ne se pose plus. Même, on ne va pas déterminer, nous, là, petit mouvement citoyen en démarrage, je vais pas, moi, concevoir ça dans mes idées, la fin du chômage. Voilà, il y a des tas d'options. On peut le conserver tel quel pour ceux qui travaillent et qui vont continuer de cotiser. On peut imaginer le privatiser et puis donc ça fait que ceux qui estiment avoir besoin du chômage prendront une assurance. Voilà, il y a des tas d'options. On peut le supprimer purement et simplement, peu importe. C'est pas à nous de le déterminer ça. Mais la question de l'angoisse due à ce chômage n'existe pas parce que quoi qu'il nous arrive dans la vie, dans l'économie que nous proposons, nous avons une diversité d'options qui s'offrent à nous. Et donc il y a un processus, c'est pas qu'on va décréter l'objectif justement de tous ces lives que je fais, c'est d'essayer de vous étaler, de vous mettre en avant une perspective d'évolution qui est très rapide, hein, je veux dire, ça se fait sur 3 à 7 ans, quoi, je veux dire, voilà, c'est quelque chose de très rapide. Mais c'est pas que, imaginons que voilà, Courant Constructif est devenu un parti politique parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. C'est pas notre objectif premier, mais s'il le fallait, on le ferait. Imaginons qu'on soit devenu un parti politique, on a mis en place un candidat, on a obtenu le pouvoir. C'est pas qu'on va décréter, alors voilà, revenu de base, machin, bla bla bla. Non. On a une conscience des choses qui fait qu'il s'agit d'un processus évolutif qui rend tous ces éléments qui ne sont pas plausibles dans l'esprit des politiques actuelles plausibles. C'est-à-dire que nous intégrons dans un processus d'évolution tous ces éléments pour réorienter l'économie en déplaçant des curseurs comme un DJ déplace fait ses mix. Hein, finalement, l'état, c'est qu'une grosse table de mixage qui fait du bruit et puis avec plein de petits curseurs qu'il faut déplacer. Et donc nous, on tripoterait tous les curseurs, hein, et surtout l'équaliseur pour changer un peu le son, parce que là, il y a quand même trop de basses, là. Et donc, ça fait que cette question repose sur l'idée, sur la notion d'une société apaisée. Aujourd'hui, vous avez des masses, des troupeaux d'ouvriers stressés, enfin de salariés, pas des ouvriers, parce que c'est aussi le cas des cadres. La plupart des bullshit jobs, d'ailleurs, les jobs à la con, sont des boulots plutôt encravatés en fait. Hein. C'est plutôt assez haut de gamme, assez bien payé. C'est des gens qui n'ont pas vraiment, qui ne trouvent pas vraiment de sens dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui fait ces jobs à la con. Et c'est vrai que c'est des gens dont on pourrait se passer dans l'entreprise où ils travaillent, alors qu'ils seraient très utiles dans la société à mettre leurs capacités, qui sont évidemment aussi élevées que leur fonction l'exige, à d'autres fonctions. Et donc, ça fait qu'on organise la société, on a des RER pourris, qu'on double, parce que si on loupe le premier, on prend le suivant. C'est des métros bondés, des bouchons sur les routes, et puis chaque matin, chaque soir, c'est le stress pour partir, pour revenir. C'est quelque chose, alors que si on a moins de salariés, donc qui travaillent dans des industries qui ne sont plus des industries lourdes, à faire des boîtes à vitesse, de la mécanique, hein, de la fonderie, des machins, mais des entreprises de technologie, de robotique, d'intelligence artificielle, de gestion d'énergie renouvelable, d'installation d'énergie renouvelable. C'est des nouveaux métiers qui sont beaucoup moins industriels au sens de l'industrie telle qu'on la concevait en 1950. Si on dessine, si on demande à un enfant de dessiner un ouvrier de 1950, on sait à quoi il va ressembler, avec son bleu de travail, avec son visage noirci. Et là, on en est loin. Je vous disais que nous allions vers une société de prestation de services. Nous sommes une société de services, donc le tertiaire est dominant aujourd'hui. Mais je vous disais dans le précédent live que nous allions vers une société de prestation de services. J'y fais une nuance. J'y fais une nuance parce que tout devient prestation de service. Le constructeur de camions Volvo a déjà mis en place des systèmes qui font que une mine a du minerai à transporter vers l'usine de traitement du coin.
Et Volvo a mis à sa disposition des camions autonomes, donc sans chauffeur, qui font le transport. Ces camions appartiennent toujours à Volvo. Et Volvo ne fait que facturer les kilomètres. C'est ça l'avenir, c'est de la prestation de service. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on vendait un camion. C'était un produit qu'on achetait, puis ce produit représentait une consommation qui générait le PIB. Alors que demain, on va acheter des kilomètres. Au lieu d'avoir sa propre voiture quand on habite en ville, on aura une voiture en autopartage. Il y aura pas de consommation de voitures à la pelle comme aujourd'hui. Il y aura donc beaucoup moins de voitures, mais on va avoir des modèles d'abonnement et paye au kilomètre, etc. C'est une société de prestation de services. Donc déjà là, on comprend à quel point la société, rien que par ces paramètres-là, ces conditions de vie qui ont drastiquement changé, à quel point elle est apaisée. On n'a plus besoin de trouver une place de parc pour sa voiture, on n'a plus, toute cette gestion de la vie courante est un stress. Là, si on n'a plus de travail, c'est pas important, on fait autre chose. Si on a un travail, il est de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui. Pour se déplacer, on a un florilège de possibilités. C'est quelque chose, je veux dire, voilà. Donc il n'y a pas d'angoisse à envisager dans une société où le salariat, l'emploi ne s'impose plus comme socle de la redistribution, où en fait la société repose sur la redistribution, alors qu'aujourd'hui elle repose sur l'emploi, et indirectement l'emploi produit la redistribution, alors que là on ne parle que de redistribution, et l'emploi est une des fonctions de cette nouvelle société, au même titre que la participation active, dynamique à la société, à l'économie. Économie plus inclusive, voilà, ok, bon. Donc c'est effectivement oui, alors ça je vous l'ai pas dit, c'est une économie qui est donc plus inclusive, puisque de fait tous les paramètres qu'on intègre, revenus de base, etc., fait que tout le monde contribue. Aujourd'hui sont actifs ceux qui ont un emploi, ou qui sont au chômage et puis sur qui on tape parce qu'on les accuse de leurs droits. Alors que là, tout le monde, dans le système que nous proposons, tout le monde contribue d'une façon ou une autre. Tout le monde. C'est donc une société plus inclusive qui ne connaît plus la misère. Et ça se finance parce que l'industrie, tout est une industrie, hein, je veux dire, l'industrie du XXIe siècle est à bien plus forte valeur ajoutée. Parce que de construire de monter des tracteurs, des boîtes à vitesse ou des micro-ondes pour un pays comme la France, c'est quelque chose qui est indigne de son développement technologique. Ça ne veut pas dire que ce soit un métier sale. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un métier, c'est que c'est des métiers où le revenu, les conditions de vie françaises font que ça coûte trop cher de réaliser ça en France. Pas seulement la main-d'œuvre, mais aussi l'immobilier. Construire une usine en France coûte évidemment beaucoup plus cher qu'en Malaisie, où les ouvriers coûteront moins cher. Et en plus, ça n'apporte plus de développement. Ça coûte. On doit subventionner l'emploi pour le perpétuer. On doit faire des cadeaux fiscaux, des cadeaux de charges sociales, etc. Donc ça coûte une vraie fortune parce que dans notre économie trop avancée, ça n'a plus de vraie valeur ajoutée. La valeur ajoutée a été gommée, le gain de productivité, le rapport du gain de productivité a été absorbé par les coûts pour cette productivité. Alors que dans une économie émergente, eh bien c'est le contraire. La population n'a rien. Elle vit dans des conditions de précarité extrême. Tout le monde ou presque est pauvre et dans la misère. Et le fait de voir arriver cette usine chez nous va tout de suite générer une classe moyenne pour ceux qui travaillent dans cette usine. Et donc on va enrichir la nation, on va enrichir le pays, on va en faire un nouveau partenaire. Et c'est comme ça que fonctionne la mondialisation. Donc nous avons chez nous une industrie à plus forte valeur ajoutée, qui est plus inclusive, parce que plus moderne, et cette industrie est plus diversifiée. Elle ne repose plus seulement sur l'industrie au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire dans une usine à fabriquer quelque chose. L'industrie, c'est la contribution
le fait de participer activement à l'économie, c'est aussi une industrie, hein, au sens du dictionnaire, hein. Quelle place pour les communs dans la nouvelle économie? C'est une question de Satyavir. Quel positionnement par rapport aux penseurs des communs, Dardo, Ostrom, Coria? Les communs, dans quel cas et dans quelle proportion? Alors, moi, je serais tenté de dire, alors déjà, les communs, de toute façon, ils vont arriver. Ils vont arriver pour tout un tas de raisons, parce que fatalement, l'économie va se démocratiser. C'est obligé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le système politique qui met des contraintes sur des contraintes décisionnelles de tous ordres dans tout le millefeuille administratif. Mais il vient quelque chose de nouveau, par exemple avec les crypto-monnaies, et aussi avec les réseaux sociaux, où tout le monde a un avis et il devient favorable de se faire connaître pour créer quelque chose. C'est quelque chose qu'avant on ignorait, ça n'existait pas, hein. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, si vous aviez un projet, ben, vous le montiez, vous alliez à la banque. Maintenant, si vous avez un projet, vous commencez par communiquer dessus, puis en fonction du succès que vous avez, vous allez utiliser ce succès comme argument pour y parvenir. Éventuellement, vous allez demander du financement participatif. Et donc, ça fait que l'économie se démocratise. L'économie, en tout cas la part qui est soumise à cette démocratie, devient en commun, quelque part. Et donc, et on le ressent dans la population, on ressent ce besoin, cet appel, c'est une demande très forte, une pression qui sera irrépressible, qui s'avérera irrépressible à terme, où la population veut reprendre la main, en tout cas sur la gestion locale de sa production alimentaire, sa distribution d'eau, etc. Alors, les penseurs qui sont cités là, je vais pas parler, je vais pas les définir. Il a cité Dardo, Ostrom et Coria. Je vous invite à rechercher qui sont ces gens. En ce qui me concerne, sur le fond, je suis globalement pour une économie des communs, mais ça implique donc une gouvernance qui soit au niveau local pour ce qui est local, au niveau régional pour ce qui est régional. L'économie des communs, c'est la gestion, par exemple, typiquement d'un alpage qui appartient à une municipalité. Et toute la municipalité va gérer ça comme un commun. Et si la municipalité décide de partager cet alpage avec la municipalité d'à côté pour économiser par exemple sur les coûts d'entretien, eh bien la commune d'à côté va participer à la gestion en bien commun. Ça, c'est un commun. Mais le commun, aujourd'hui, ne se limite plus au local. C'est ça qui change fondamentalement avec le réseau. C'est avec l'économie de l'avenir, avec l'AMI, dont vous trouverez le lien vers le dernier article de Satyavir dans la présentation du live. Nous faisons toute l'économie, toute la création monétaire, le crédit qui est émis pour financer des projets démocratiquement qui sont soumis à l'ensemble des membres. Ça fait que cette création monétaire devient un commun. C'est pas la création monétaire qui est en commun, mais cette fraction de la création monétaire devient en commun. C'est une notion nouvelle qui n'existe pas dans la pensée, de ces grands auteurs qui ont conçu leur vision il y a des décennies de ça. C'est quelque chose qui est très nouveau. Même moi, je veux dire, j'ai été un peu pris de court parce que quand j'ai inventé l'AMI, quand j'ai conçu le concept de l'AMI, Internet n'existait pas. Enfin, Internet existait, mais je veux dire, mais on ne l'aurait jamais utilisé pour communiquer, hein. J'ai conçu l'AMI au début des années. J'ai commencé à avoir des bribes d'économie participative au début des années 90. À ce moment-là, en Suisse, ça coûtait une fortune le téléphone. Et pour vous dire, on payait 20 centimes à chaque fois qu'on changeait de page. Alors, les sites web, pour pouvoir se charger plus vite, pour éviter que ça coûte trop cher en téléphone, avaient très peu d'images, beaucoup de texte, le plus monochromatique possible. Et puis, il faisait 2 kilomètres de long sur une seule page. Parce que plus le site était beau avec des images, plus ça mettait long à charger, alors que ça coûtait une vraie fortune.
Et puis après, ben, chaque fois qu'on changeait de page, ça coûtait une fortune. Alors, aller consulter un site web, ça coûtait 5 francs, quoi. Je veux dire. C'est quelque chose d'inconcevable. Alors, les sites étaient conçus pour être hors connexion. Alors, on se connectait, on chargeait le site, on coupait le téléphone, on coupait le modem. Voilà, on en était là d'Internet, hein. Et donc, l'idée des crypto-monnaies, rien du tout. Alors, moi, je suis parti de mon idée participative. À l'époque, je proposais de louer des voitures au lieu que les gens les achètent, qu'ils aient un système de location de voitures à longue durée. Puis bon, ben, on m'a découragé de le faire parce qu'on me disait que ça intéresserait personne. On voit ce qu'il en est, hein. J'étais plutôt précurseur en matière. Je suis parti de là sur un club participatif. Je me suis dit oui, mais il faut que j'ajoute en fait aux voitures la possibilité d'acheter par exemple les pneus en commun. Voilà, par exemple. Et puis de fil en aiguille, ben, j'en suis arrivé comme ça à inventer l'ami. Puis il est arrivé la crypto-monnaie. Alors évidemment, moi j'ai inventé le concept des codes-parts, des codes-parts pour les membres. Mais évidemment qu'aujourd'hui, si nous réalisons l'AMI, nous allons utiliser les crypto-monnaies. Ils n'achèteront plus des codes-parts, mais des tokens. Forcément. Je veux dire, on va passer par une blockchain. Et donc, ça change le concept, ça change l'échelle du concept. Parce que ça ouvre des perspectives dans la participation des membres. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on peut élargir cette notion des communs. Alors moi, je me positionne dans les communs par rapport à ces auteurs comme quelqu'un qui les prend comme des auteurs de référence, mais je considère les communs comme quelque chose qui désormais reste à inventer. L'idée des communs existe, mais on ne sait, mais son application n'existe plus par rapport aux propositions, aux possibilités qui existent dans le monde des réseaux numériques. Et donc, c'est pas à nous, courant constructif, d'imposer ces vues. Le principe même de cette nouvelle économie que nous proposons, c'est de faire appel à la créativité et à l'innovation, à libérer la masse de sa contrainte du travail pour pouvoir vivre, pour pouvoir exploiter l'innovation qui est contenue en son sein et, et en faire ainsi bénéficier l'ensemble. Si on est trop directif sur nos idées, eh bien, je veux dire, on ne fait pas participer la population. Le principe même, d'offrir la possibilité, puis qu'ensuite, il faut laisser émerger les idées, il faut les laisser fleurir. Et on a vu que ces dernières années, il a émergé mais des idées mais incroyables. Moi, j'aime pas le Bitcoin pour ce qu'il représente parce que c'est une non-monnaie. Techniquement, c'est une arnaque puisqu'il repose sur aucun sous-jacent. Il est sans aucune valeur. Il est sans aucune valeur intrinsèque. Sa seule valeur repose sur le fait que ça coûte très cher de le produire et puis qu'il y a des gens qui l'achètent. Voilà. Et donc, c'est absurde. Je veux dire, c'est un non-produit en fait. Puisqu'il est même pas concret, quoi. Quand vous achetez un titre virtuel à la banque, vous me direz, il est virtuel aussi, mais en réalité, il représente du concret derrière. Il y a un sous-jacent. Là, rien. C'est le Bitcoin, il n'y a rien. Il y en a qui me disent oui, puis le minage, ça a de la valeur. Mais non, le minage, il n'a pas de la valeur. Le minage n'est pas une valeur, c'est un flux. Une fois que le minage a été encaissé, que le coût du minage a été encaissé, il n'en reste rien. Il en reste le Bitcoin, qui lui est virtuel. Donc, il ne produit rien, il ne crée rien, il n'est pas une richesse. Mais le concept du Bitcoin a imposé la blockchain. Et là, ça, c'est extraordinaire. Jamais, jamais dans l'histoire humaine, on n'avait eu la possibilité d'envisager de porter une stratégie des communs qui pourrait émerger spontanément sans qu'on la régisse à échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une commune qui se dise, ben tiens, je vais confier ma gestion de l'eau à toute la planète, en échange de Dieu sait quelle prestation. C'est une idée quelconque que je n'ai pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas dans la population. Et ça, on l'avait jamais eu. Jamais. Jusqu'à présent, la notion des communs, c'était la commune qui vote éventuellement à main levée, en Landsgemeinde comme en Suisse profonde, et ça se limitait à peu près à ça. Et là, non seulement on peut les porter au niveau national pour tout un tas de choses, pour le développement des infrastructures routières par exemple, mais on peut porter un élément cellulaire, de taille cellulaire,
à échelle macro, à échelle mondiale, hein. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc en fait, je ne peux pas tellement me positionner par rapport à ces auteurs, puisque toutes ces idées n'existent pas encore. Elles sont contenues au sein de la population. Et ce qu'il faut, c'est mettre en place l'environnement qui va permettre à ces idées d'émerger. Et donc les communs auront fatalement leur mot à dire dans l'avenir, puisque la population les réclame. Et on ne pourra pas l'en empêcher. Avec Internet, on ne peut pas l'en empêcher. On voit bien déjà que l'influence de la population grandit continuellement, sans qu'on ne puisse rien y faire. L'État, avec le gouvernement actuel, essaye de durcir le ton, de retenir les choses, mais il ne peut pas. La pression du peuple est de plus en plus forte, et donc ça fait que la gouvernance devient communautaire. C'est obligé. C'est quelque chose d'inéluctable. Et donc les communs, eh bien, on saura dans l'avenir, dans 10 ans, de quoi ils retournent. Ou de quoi ils retournent exactement. Satyavir, quid des services publics dans la nouvelle économie? Va-t-on continuer à laisser la logique de l'argent prendre le pas sur celle de l'humain? euh, je- la logique de l'argent qui prendrait le pas sur l'humain, j'ai toujours tendance, pour moi c'est un propos populiste, hein. Voilà, je vous le dis carrément. Je pense qu'en réalité l'humain a bien plus d'importance que ce qu'on pense dans l'économie. Seulement le problème c'est on est toujours dans cette économie stressée qui fait que la contrainte est telle que comme l'argent ça pousse pas sur les arbres, puis que notre économie n'est plus rentable, eh bien fatalement il n'y a pas 36 solutions. Faut presser la population pour pouvoir survivre en fait, pour pouvoir faire vivre la société. Et ça crée ce sentiment d'argent qui surpasse la population. L'économie, fondamentalement, en soi, l'économie n'est même pas le fruit d'une organisation, c'est juste un instrument de mesure. Le terme même de l'économie, c'est juste un élément d'observation. C'est ce qui fait l'économie. Quand vous allez rendre service à votre voisin, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est aussi de l'économie. Donc l'économie, c'est ce qui fait la société. Les vrais économistes, je dis vrai entre guillemets, c'est les sociologues, les anthropologues, les ethnologues. Les économistes qui ont le titre d'économiste, c'est des matheux, c'est des analystes. C'est-à-dire qu'ils analysent les interactions, puis ils essayent de les intégrer dans le paysage sociétal. Et ils le font en interaction avec les autres sciences humaines. Donc, il, il faut quand même relativiser cette position. Et là, on va évidemment vers un système qui sera fatalement beaucoup plus interactif. Il sera beaucoup plus dynamique, puisque chacun va contribuer, soit directement, soit indirectement, par l'une des possibilités multiples que l'économie du futur va lui offrir. Et donc, ça fait que même pourrait se poser, à la limite, la question de l'utilité des services publics. Puisque le service public, dans ce cas-là, c'est le public lui-même qui se le crée. Alors, je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça veut dire que les services publics que nous avons aujourd'hui, qui sont innombrables, une bonne part n'aura plus d'utilité du tout, en fait. C'est est-ce qu'il faudrait renforcer la poste, par exemple? Pourquoi? Le courrier va disparaître. C'est ce qu'on appelle le courrier. On va avoir tout ce qui passera par le courrier, ce sera des documents, des lettres recommandées, ce sera des colis, et puis ça vient par des systèmes de livraison qui seront bientôt automatiques. Un jour, vous aurez un drone qui va arriver, alors ce sera un Android bipède, ou alors ce sera un petit chariot à 4 roues, et puis il vous proposera de signer, puis une fois que vous avez signé, hop, il vous donne la lettre, voilà. Et on n'aura plus besoin de ça. Et si on renforce le service public du train, par exemple, on le rend difficile, on rend difficile le transport à évoluer. Où commence le service public, où il finit? Je dis pas que je suis pour les privatisations, je dis que c'est un non-sujet. Par exemple, je n'ai pas signé la pétition contre la privatisation des ADP, parce que pour moi c'était un non-sujet. Je suis contre, je suis pour que les aéroports de Paris, parce qu'ils sont rentables, restent dans le giron de l'État.
Mais s'ils sont privatisés, je m'en fous, ça change à rien fondamentalement. C'est voilà, ça change simplement à rien. Et donc la question du service public, moi, franchement, je ne me la pose que pour le droit régalien de l'État. C'est-à-dire que le service public doit vraiment fournir la santé, en tout cas la base, hein. C'est même si dans l'avenir les assurances prenaient de plus en plus, les assurances privées prenaient de plus en plus de place, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui réclament le droit de s'assurer dans le privé, et on doit les entendre. Moi, je suis un fervent de la sécurité sociale à la française, la sécu universelle. Mais force est de constater qu'une énorme fraction de la population réclame le droit de s'assurer dans le privé, et on est obligé de les entendre. Les Allemands les ont entendus, par exemple. Mais donc cette sécurité sociale, ça veut dire, moi je suis pour qu'on la maintienne, mais si les gens dans l'avenir décidaient que ce soit plus le cas, je n'y peux rien. Mais surtout, c'est la sécurité, la justice, qui ça doivent relever du service public. Mais c'est un service public qui est réduit à son extrémité, armée, voilà, c'est même l'instruction publique. Est-ce qu'elle sera vraiment toujours publique dans l'avenir? C'est pas sûr. Parce que le monde qui nous arrive offre de tellement de perspectives, tellement de possibilités, que l'instruction publique sera inutile. Il faut savoir qu'un enfant laissé à lui-même dans un environnement profondément stigmergique, adapté à son apprentissage, apprend à lire et à écrire en 6 mois. Ça, c'est aujourd'hui, donc. Ça veut dire que si on met un enfant hors de l'école et qu'on lui fournissait un environnement dans lequel il puisse adhérer à un groupe, puis que ce groupe soit auto-formé, on pourrait imaginer qu'il y ait des grands et des petits dedans. Et puis que ces groupes interagissent entre eux sur Internet, on aurait pour résultat des bacs passés avec mention très bien à l'âge de 13 ans. Donc, est-ce que l'instruction publique elle-même va rester? Je n'en sais rien. Je suis prospectiviste, mais je ne suis pas devin. Parce que ça dépendra du facteur humain. Il suffirait que quelqu'un, un jour, accède au pouvoir, puis dise, eh ben voilà, on va faire ça, puis que la population y adhère, et voilà, il va y avoir l'évolution. Moi, ma prospective, où je suis prospectiviste, c'est que je vous dis, l'instruction publique est un service public qui pourrait disparaître. Il pourrait ne plus être utile. Un autre service public qui pourrait disparaître, c'est le logement. J'ai écrit sur mon site une proposition pour utiliser la blockchain pour remplacer le HLM tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire des barres d'immeubles avec des logements à bon marché, puis si vous gagnez trop, vous déménagez, vous allez vivre ailleurs. Là, on laisserait les gens vivre dedans. C'est tout logement, privé ou public, qui serait sous contrat avec un organisme centralisé de droit au bail, bénéficierait de ces droits au bail, qui seraient des jetons en blockchain, et en fonction de votre revenu, vous en bénéficiez plus ou moins. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'APL, par exemple, et le loyer n'est plus assigné à un immeuble. C'est plus un immeuble qui détermine que les loyers ici sont de temps, c'est la possibilité de bénéficier de ces droits au bail. Et donc si quelqu'un gagne beaucoup d'argent vivant dans un HLM, parce que sa situation a évolué, son loyer va monter, ça va générer des droits au bail, qui pourront venir incomber à quelqu'un d'autre qui vit dans un logement cher, mais qui gagne peu d'argent. Et donc, ça va lui baisser mécaniquement son loyer. C'est un rééquilibrage. Aujourd'hui, ce serait une usine à gaz. Ce serait impossible, quoi. Je veux dire, il faudrait des quantités de registres. Avec Internet, c'est possible. Et donc, le ministère du Logement, pourquoi? Il faudrait juste un secrétaire d'État pour veiller à ce que les lois sur l'écologie du logement soient respectées. Il n'y a plus besoin d'un ministère du logement avec des plans logement, puis on assouplit tout ça, on simplifie tout ça. Aujourd'hui, on a mis tellement de contraintes pour lutter, pour créer du logement, qu'on a créé une crise du logement parce que l'investissement ne suit plus. On en arrive à une espèce d'usine à gaz qui fait qu'on a peur d'investir dans le logement. Et donc, il y a un moment donné où la bulle devra se dégonfler. C'est la même chose, c'est ce que je vous disais au début, c'est cette société énervée. On s'est retrouvé contraint avec la crise du logement,
comme les gens, la qualité de l'emploi baisse continuellement, donc les gens ont de moins en moins de moyens de payer de loyer, donc il faut de plus en plus de loyers à bon marché, donc il faut des règles, et puis on ajoute des contraintes, et puis comme les gens ont des voitures, il faut des places de parc, et on ajoute, et on arrive à une espèce d'usine à gaz qui fait qu'aujourd'hui le logement n'est plus praticable. Voilà. C'est un secteur financier qui est devenu extrêmement pénible, extrêmement fastidieux. Alors que là, finalement, les choses pourraient devenir beaucoup plus mécaniques. Et donc, on aurait un secrétariat d'État qui gère les choses courantes, qui gère les statistiques, combien il y a de logements disponibles, où ils se trouvent, qui met en application les décisions de l'Assemblée. Voilà. Donc, la notion de service public, dans un système transversalisé, c'est quelque chose qui devient diaphane, je dirais. Le service public, c'est une notion centraliste issue en France du jacobinisme. Les services publics dans d'autres pays sont beaucoup plus légers. Hein. En Suède, la Suède s'est retrouvée au bord de la faillite en 97. La première chose qu'ils ont faite pour se sortir de cette misère, c'est qu'ils ont privatisé tout un tas de services publics. Voilà. Ils ont confié au privé la gestion de tout un tas de trucs qu'ils considéraient comme secondaires. Puis résultat, aujourd'hui, les immeubles ont Internet intégré. Par exemple, vous louez un logement, vous avez une prise, vous vous branchez, vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Internet est fourni, voilà. Par exemple, c'est une option qui n'existe pas en France. Donc, je veux dire, la notion de service public en elle-même va profondément changer avec une démocratisation, avec une transversalisation des pouvoirs qui va s'imposer à l'ère des réseaux. Euh, J'ai lu quelque chose, nous transférons nos technologies et après ils nous concurrencent. Donc j'ai lu, vous l'avez sûrement souvent lu ça. On a vendu des Airbus à la Chine, mais en échange de leur achat, les Chinois ont exigé qu'on leur apprenne à faire des avions. Et donc, ça veut dire que sur Internet, ça devient, on leur transfère nos technologies, après ils nous concurrencent. Et c'est évidemment pas vrai. C'est évidemment pas vrai. Je glisse ça juste comme ça pour justifier de la mondialisation, pour montrer que les Chinois seront dans le futur, comme n'importe qui, nos partenaires, nos amis. Aujourd'hui, les États sont régis par des frontières et donc ça crée des tensions. Le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et moi je dis les amitiés entre les peuples concernent les peuples, les amitiés entre les États concernent leurs victimes. Voilà. Et cette notion d'État va devoir aussi se transversaliser. Les États vont devoir s'horizontaliser, même la Chine. Parce qu'avec son pouvoir ultra centralisateur, que vont faire les dirigeants chinois quand ils auront des masses de satellites, des milliers de satellites qui distillent de la 5G au-dessus de la tête? Ils vont détruire les satellites avec des missiles? Ils vont faire quoi? Donc ça fait que dans quelques années, hein, c'est dès 2021, ça va commencer. Hein. En 2024, je pense que le réseau Starlink sera achevé. Le réseau OneWeb qui vient de faire faillite a été repris. Donc on va continuer la couverture. Et donc on va se retrouver avec Kuiper de Jeff Bezos, Starlink d'Elon Musk et le projet OneWeb. On aura des milliers de satellites en orbite basse, entre 1000 et 400 km, ce qui offre l'avantage d'avoir un ping très court, qui vont nous offrir des débits similaires à la fibre. Ça veut dire que sur n'importe quel smartphone que vous vous trouviez dans la savane africaine, tant que vous avez de la batterie, eh ben vous pourrez surfer à une vitesse de 1 giga, 2 gigas. Voilà. Et ça, c'est dans 4 ans. Voilà. Que vont faire les gouvernements contre ça? Techniquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même s'ils imposent des contraintes, même s'ils décident d'interdire les équipements permettant de se connecter, même s'ils ils vont avoir un pourcentage de la population qui va le faire quand même. Et donc, ça fait qu'on va vers une transversalisation forcée. Alors, ça mettra plus de temps dans un pays comme la Chine, il faudra 30 ans. Mais dans 30 ans, la Chine sera une démocratie. C'est obligé, je veux dire, c'est inéluctable. Mais plus fort que ça. Du coup, tout le monde voudra participer avec tout le monde au projet de tout le monde. Et ça, c'est une notion clé. Donc, ça fait que, en réalité, l'avenir, ça paraît difficile aujourd'hui à envisager, mais pourtant, c'est déjà ce qui se passe.
Tous les gouvernements totalitaires du monde luttent contre les blogueurs. Ils n'arrivent plus à filtrer l'information. On a même des photos, on a même des vidéos. On a des vidéos de ce qui est interdit de montrer. On ne peut plus l'empêcher. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, une image de la Corée du Nord, c'était extrêmement rare. Hein. Extrêmement rare. Aujourd'hui, il y en a plein le web. Hein. Vous allez sur YouTube, il y a des vidéos qui vous montrent la campagne coréenne. Voilà, ça s'en est gavé. Il a suffi d'un Coréen qui, à un moment donné, profite d'un avantage, d'un privilège qu'on lui a accordé, puis hop, il a envoyé sa petite vidéo, et hop, terminé. Ou alors il l'a filé à un Chinois à la frontière, puis c'est le Chinois qui l'a publié. Enfin, voilà. Donc on peut plus empêcher le transfert de l'information. Et la technologie, c'est que de l'information. Et quand j'ai pris l'exemple d'Airbus, alors oui, les Chinois sont capables de faire des Airbus aujourd'hui, mais ils font des Airbus comme nous on les faisait il y a 20 ans. Nos Airbus à nous, que nous leur vendons, sont 30% plus économiques. Ils sont beaucoup plus chers aussi. Et donc les Chinois, pour avoir pour leurs petits vols intérieurs, leurs avions qui sont rustiques, leur suffisent et ça leur permet d'acquérir les technologies. Mais ils sont très loin hein, d'être capables de construire un avion en fibre de carbone. Chez nous, Airbus, désormais, est passé à l'avion avec des ailes en fibre de carbone, et technologiquement, il serait au point pour en faire un entièrement en fibre de carbone. C'est la fibre de carbone qui manque. Il faut avoir une industrie adaptée, dont on parlait de captage du carbone, qui va créer de la fibre de carbone en masse, puis alors Airbus fabriquera des avions en fibre de carbone. Les Chinois ne sauraient pas le faire. Et le jour où les Chinois sauront le faire, eh bien Airbus aura sorti de ses tiroirs d'autres projets qui aujourd'hui technologiquement sont encore impossibles, mais qui sont en cours de mise au point, qui nécessiteront 20 ans de mise au point. Donc il est faux de considérer que nos concurrences, en réalité, nous font vivre. Parce que c'est le fait de leur transférer ces technologies leur permet d'évoluer et donc d'être nos partenaires. Parce que dans la vie, en affaires, c'est comme pour faire l'amour ou la guerre. Il faut être au moins deux. Ne, ne perdre jamais ça de vue. Tous ceux qui en appellent à l'isolationnisme, il faut relocaliser. Relocaliser quoi? La pollution. Ramener chez nous des productions sans valeur pour que des smicards aient un emploi, qui puissent gâcher leur vie bêtement au boulot au lieu de se rendre utile. Et puis priver de leurs revenus ceux à qui on a soustrait notre industrie pour la relocaliser chez nous. Et donc, on va produire ça beaucoup trop cher, ça va contraindre le pouvoir d'achat chez nous, donc on va moins acheter, donc il y aura moins de consommation, et puis finalement, ben, il y aura plus de chômage. C'est absurde, je veux dire. La participation de tous, c'est le monde se rapetit au fur et à mesure qu'on arrive à voyager. Il y a 200 ans en arrière, d'aller au village voisin à 50 kilomètres, c'était un périple, hein. Ça s'organisait des mois à l'avance, je veux dire, aller 50 km, retour 50 km, donc il fallait avoir de l'hébergement sur place, on envoyait une lettre qui mettait une semaine pour arriver, on attendait la réponse, voilà, alors c'est bon, je peux t'héberger, ok, bon, alors je viendrai à telle date, voilà, on préparait les choses, 50 km. Aujourd'hui, voilà, petit à petit, on a créé les diligences. Alors, quand les diligences sont arrivées, faire le trajet de 50 km, pas de problème. C'était une journée. On dormait sur place, on revenait le lendemain. Il est arrivé le train. Alors là, pas de problème. On partait le matin, on revenait le soir. Puis aujourd'hui, ben, on peut y envisager vivre à Paris, travailler à Marseille. Voilà. Et demain, on pourra envisager vivre à New York, avoir ses activités à Istanbul ou à Marrakech, et puis aller boire un verre à Vienne en rentrant le soir. Voilà, on en est là. Donc le monde rapetisse, il devient de plus en plus petit, et on ne peut donc pas empêcher les peuples de s'aimer. Je veux dire, je- je- dans ma vie d'internaute, j'ai rencontré des tas de gens dans des tas de pays, dans des tas de couleurs, et franchement, mais c'est extraordinaire. On va quand même pas se renationaliser juste dans le but de protéger nos petites productions merdiques, quoi, quand même. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même prendre conscience des choses. Et donc, ça fait que cette mondialisation qui aujourd'hui produit des dérives, c'est vrai, elle produit des dérives. Faut pas le nier. Elle est à 80% positive, mais elle produit des dérives. Le libre-échange, c'est quelque chose qui est éminemment positif, non seulement pour les peuples, parce que du coup, les uns enrichissent les autres, parce que du coup, le monde, parce que notre monde s'élargit au fur et à mesure que la planète rapetisse.
C'est le libre-échange, c'est de l'ouverture, mais c'est aussi écologique. Il y en a qui gueulent, le libre-échange, ça pollue et tout, mais c'est n'importe quoi. Le libre-échange, c'est la paix. C'est la discussion au lieu de se foutre sur la gueule. Parce que le libre-échange, ce sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose à dire, et tant qu'on discute, on se fout pas sur la gueule. Et la paix, c'est 10 fois plus écologique que de ne pas avoir le libre-échange et puis de se foutre sur la gueule. C'est logique. Le premier pas vers l'écologie, l'écologie, c'est aussi l'humain. L'humain, c'est avoir un monde écologique, un monde qui ne pollue pas, c'est avoir un monde où les gens ont autre chose à faire qu'à se taper sur la gueule, puis où les intérêts des uns bénéficient aux autres grâce au réseau. C'est ça c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est un être humain qui n'est pas menacé. Et donc, à partir de là, il faut de la mondialisation, il faut du libre-échange. Et cette mondialisation qui aujourd'hui produit des dérives, demain va se préciser. Elle va évoluer. Parce que le monde, la population du monde, va se l'approprier. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est je t'envoie mon usine, dès que tu pourras, tu m'achèteras ça. Voilà. Ça, c'est la mondialisation aujourd'hui. Demain, la mondialisation, c'est chacun, à titre individuel, je te rends service, puis toi, en échange, tu viens contribuer à mon truc. Tu viens voter pour mon projet, tu achètes une part de mon truc. Et ça fait que les gens il va se constituer une mondialisation à échelle des individus qui va se resserrer. Ça prendra un siècle, ça prendra 2 siècles. Mais ça va se faire. On est en route, je veux dire, elle se fait, elle s'invente pas. Et donc, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions et il faut faire preuve d'imagination pour comprendre ce que peut être ce monde apaisé, libéré des contraintes qu'il connaît aujourd'hui. Alors, là, on a deux questions qui se rejoignent. Yves qui dit, pourrais-tu revenir encore une fois? Désolé, merci. Je t'en prie, Yves, mais je t'en prie, d'ailleurs, t'es là, toi? Je t'ai pas vu. Bon, ok. Sur la différence entre le revenu universel et ta vision, entre guillemets, du revenu de base, du revenu universel, voilà. Donc du revenu de base. Je suis vraiment preneur, je sens que ce que tu dis est hautement intéressant, mais je n'arrive pas encore à bien comprendre. Merci. Et CG, coucou, peux-tu faire la démonstration mathématique économique de la rentabilité du revenu universel? Quel type de métier peut-on imaginer grâce à la mise en place du revenu universel? Comment le travail va s'organiser? Quelle forme va-t-il prendre? Alors, c'est deux questions qui se rejoignent. Alors, j'ai fait un paplard parce que évidemment, j'ai pas tout dans la tête. Moi, ma vision du revenu universel, elle est, il y a l'article que j'ai mis en dessous, en dessous de la vidéo, dans sa présentation. J'ai mis le lien vers ma vision du revenu de base et du revenu universel. Je dis "et" parce que je distingue clairement les deux. Si tous les projets qui ont aujourd'hui été proposés autour du revenu de base n'ont jamais fonctionné, Benoît Hamon, il s'est planté royalement. C'est pour une raison, c'est parce qu'il est envisagé comme une aide sociale universelle. C'est une aide sociale universelle qui sert pour ceux qui n'ont plus de travail. Et c'est complètement faux. Le revenu de base, le revenu universel, c'est un concept macro-sociétal d'incidence macroéconomique. L'ONU l'envisage depuis des décennies pour toute la planète, pour abolir la misère, même dans les pays émergents. C'est-à-dire que dans chaque pays, chacun recevrait l'équivalent d'un salaire minimum. Si dans un pays, l'ouvrier moyen gagne 130 euros, on donnerait 130 euros à tout le monde. Et donc, ça fait qu'il n'y aura plus de misère sur le monde. C'est un objectif, c'est un objectif du millénaire, hein. Donc, je veux dire, ça se fera, ça se mettra en place. Et c'est rentable économiquement, en plus de l'être sociétalement. Parce que on se retrouve aujourd'hui face à deux contraintes. La première, c'est que l'économie du XXe siècle n'est plus rentable. De faire produire par des humains les biens de consommation du XXe siècle coûte cher. Ça ne rapporte plus, ça coûte cher. Ça n'élève plus l'humain, puisque comme ça coûte cher, eh ben, on exploite plus l'humain, donc il ne se développe plus, donc on crée de la pauvreté, de l'inégalité, et donc ça fait que la société patauge.
ça fait que cette production-là, celle qui reste indispensable, parce que tout ce qu'on fabriquait au XXe siècle n'est pas inutile aujourd'hui. Ce qui est inutile désormais, c'est la production de masse de biens pour visant à donner du travail. Si on réduit cette production de masse, qu'on soulage l'industrie de la nécessité d'avoir cette production de masse dans le but de créer de l'emploi, on peut avoir une production plus qualitative, plus chère, qui maintient la valeur pour maintenir la croissance, donc plus écologique, automatisée, donc ça veut dire avec des machines à beaucoup plus forte valeur ajoutée, ce qui crée une nouvelle industrie. Et on est évidemment beaucoup mieux à travailler dans une industrie qui assemble des robots, même si c'est des robots agricoles, qu'à travailler à quatre pattes à ramasser les asperges. Je veux dire, ou alors il faut être exploitant agricole. Bon, il y en a qui aiment, hein, mais moi je vous garantis que tous ceux que je vois qui sont très très emballés par l'idée du retour à la nature, et à chaque fois que j'attaque cette idée de retour à la nature, on me tombe dessus, ouais, tout le monde n'est pas comme toi, il y en a qui aiment, blablabla. Oui, quand ça fait 35 ans que vous en avez dans les gencives, que vous avez dû 200 fois vous lever à 2 heures du matin pour aller mettre des plastiques ou allumer des braseros pour éviter le gel parce que sinon la récolte elle serait perdue, etc. etc. Puis à 5 heures du matin, il faut quand même se lever pour aller récolter parce qu'à 6 heures, il faut être au marché parce qu'à 7 heures, il arrive les premiers acheteurs. Je vous dis, là, c'est facile quand on est jeune parisien, 25 ans, 30 ans, on pète la forme, on a besoin d'un renouveau, hein, de donner du sens à sa vie. Alors c'est le rêve, hein, on s'achète son lopin de terre à la campagne, on cultive ses 1000 mètres, 3000 mètres, 10 000 mètres, on a sa petite production, des légumes délicieux, on a les petits oiseaux le matin et tout, c'est paradisiaque, hein. Puis on a 45 ans, puis 50 ans, puis 55 ans. On a encore des années derrière soi, hein, mais là on n'en peut plus. On arrive déjà, le matin on se lève, on a déjà mal, on est crevé, on n'en peut plus. Non, il y a un moment donné, il faut quand même revenir sur Terre. Moi, c'est un milieu que je connais bien. Et donc, au moins l'exploitant, lui, possède-t-il ce bien? C'est-à-dire que le fait d'avoir cette exploitation l'enrichit. C'est intéressant pour lui, non seulement d'un point de vue, j'allais dire spirituel, parce que c'est très spirituel, hein. La vie dans la nature, c'est merveilleux. Je veux dire, la vie agricole, c'est extraordinaire. Donc, d'un point de vue spirituel, c'est épanouissant. D'un point de vue philosophique, alors il y a plein de gens qui vivent dans la nature, qui sont des gens extrêmement profondément philosophes, hein, qui sont pas tous des nés comme ça, hein. Certains sont des citadins qui ont retrouvé du sens, redonné du sens à leur vie. Mais par contre, le salarié qui va faire ça, lui, dont le rôle sera donc d'aider le patron à récolter la production, ça va pas l'épanouir, c'est pas vrai. Ça ne peut pas l'épanouir. Il peut pas avoir un bon salaire, il peut pas avoir de bonnes conditions de travail. En été, il faut foutre un bon coup de collier parce qu'il y a la récolte. En hiver, il faudra préparer les terrains. Il y a toujours autre chose. Et donc, c'est pas un bon mode de vie. Alors que de fabriquer les machines qui iront travailler là-dedans, non seulement, comme je vous expliquais dans le précédent live, ça devient écologique parce qu'elles seront fabriquées à partir de la pollution atmosphérique, mais ça offre des emplois de bien meilleure qualité, bien mieux rémunérés. Donc, tout le monde ne va pas se retrouver sans emploi. Il y a des gens qui auront des emplois, mais qui seront de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui, et des gens qui n'auront plus d'emploi, mais ils le feront spontanément. C'est parce que l'éventail de possibilités offerts permettra à ceux qui ne souhaitent pas avoir un mauvais emploi pourront s'en passer. Et donc, ça fait que il faut faire cette distinction de revenu universel et revenu de base, parce que le revenu universel et le revenu de base ne sont pas des dispositifs forcément consacrés à tous. Il n'y a pas à les dédier à l'ensemble équitablement, puisque ce n'est pas une aide sociale universelle et ce n'est pas un dû non plus. Parce que quand vous gagnez 7 000 € par mois, la société vous le donne, votre dû, je veux dire. Vous la gagnez, votre vie. Si vous gagnez votre vie, c'est pas grâce à vous, c'est la société qui vous le permet. C'est le système qui le permet, je veux dire. On pourrait envisager un système où il serait interdit de gagner plus de 1500 balles. Pensez à l'Union soviétique. Ça vous donne une petite idée, hein. C'était le cas à Cuba, hein. À Cuba, même dans votre propre exploitation,
c'est l'État qui versait le salaire. C'est-à-dire que c'est pas votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de l'État qui en échange vous restitue de quoi bouffer. C'est le comble, hein, mais c'est comme ça que ça marchait sous Fidel Castro. Donc je veux dire, on peut imaginer autre chose. Quand vous gagnez votre vie, cet argent, vous l'avez capté dans la société. Alors, vous me direz, vous avez votre part de mérite, la question n'est pas là. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la société vous l'a versé votre dû. Donc il n'y a pas de raison que vous receviez la même chose que la pitance de celui qui n'a rien, qui peut-être n'en est potentiellement tout simplement pas capable. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se détermine pas. La société n'a pas à être élitiste en décidant, eux sont capables, ils ont le droit, eux ne sont pas capables, ils ont qu'à crever. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça marche comme ça dans l'esprit de Donald Trump, mais j'ose espérer que tout le monde n'est pas comme lui, hein, quand même. Et donc ça fait que le revenu universel est la part qui est dévolue, que je considère dévolue à tous, parce que les riches font partie de la société. Et à ce titre, ils doivent y contribuer. Et dans ma vision, ce revenu universel, je l'utilise pour contraindre les gens à participer. Parce que je le verse dans une monnaie locale complémentaire. En le versant dans une monnaie locale complémentaire, ça fait que tout un chacun doit s'inscrire dans l'association de son choix en fonction de l'utilisation de la monnaie locale complémentaire à l'endroit où il vit. Donc c'est lui qui décide, et l'association recevra son revenu universel et le lui versera dans cette monnaie, avec la seule chose dont il peut faire, c'est faire des achats locaux. Et donc on relocalise l'économie et on donne un pouvoir citoyen sur la monnaie, sur cette fraction de la monnaie. Et donc ça fait qu'on fait interagir tout le monde, y compris les riches. Y compris les riches, même involontairement, deviennent des acteurs de l'économie locale. Ça, c'est la part du revenu universel. Et là, moi, je la fixe à 200 euros. Ça paraît pas beaucoup, mais n'empêche que si vous êtes boulanger dans un village et puis que vous avez 1000 clients qui viennent dépenser 200 euros par mois chez vous, vous n'allez pas vous plaindre, hein, je vous le dis. Hein, donc voilà. Et l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est pas de remplacer l'économie locale, mais c'est de faire qu'il y ait un socle d'économie locale. S'il y a 1800 habitants dans le village, il y a 1800 habitants qui ont 200 euros chacun à dépenser à l'endroit où ils vivent. Et donc, ça fait vivre l'économie locale. Et ça fait interagir tout le monde. Parce que du coup, les commerçants sont aussi membres de l'association en question. Et donc, ça fait des assemblées générales où on discute de l'utilisation de cette création de richesse. Et ça ouvre des perspectives. Parce qu'on peut imaginer un système associatif où une association, pour se créer un gros projet collectif, déciderait que les membres ne reçoivent plus leurs 200 balles, ils ne les prélèvent plus. Ils les mettent de côté jusqu'au jour où ils ont une masse suffisamment conséquente et ils investissent dans leur projet. C'est une possibilité qui aujourd'hui n'existe pas. Et donc on donne un vrai pouvoir citoyen aux populations au niveau local. Et ensuite, le revenu de base, je l'ajoute au-dessus. Alors là, maintenant, avant je le fixais à 600, maintenant je le fixe à 700, est proportionnel au gain. C'est-à-dire que on passe ça à la moulinette de l'impôt négatif, puis de sorte que si vous avez déjà un revenu, vous allez moins gagner. Puis plus vous gagnez, puis moins vous percevez de revenus de base. Et si vous gagnez 10 000 balles par mois, vous allez peut-être en avoir encore un peu, mais ce sera peut-être plus que 10 centimes. Et ça dépend après de ceux qui le mettront en place. Ça dépend de la population qui va participer, qui va fixer les règles. Ceux qui seront à gauche fixeront le seuil maxi de revenus où on touche encore quelque chose plus bas. Ceux qui sont à droite estimeront que les riches ont aussi le droit d'avoir leur part, ils le mettront plus haut. Voilà, c'est comme toujours, on aura toujours cette bipolarité, même si aujourd'hui elle repose sur le travail, demain elle reposera sur l'interactivité. Aujourd'hui, la gauche et la droite ont les deux pour rôle de protéger l'emploi au travers de l'entreprise ou du salarié. Demain, elles n'ont plus pour rôle de protéger l'emploi, mais de protéger l'individu. Alors, ça sera pour les uns au travers de l'économie, puis pour les autres au travers des aides directes. Voilà, c'est pareil, quoi. Donc on a toujours cette bipolarité. Et donc ça fait que ce revenu de base qui est individualisé. Je vous rappelle qu'il est individualisé. C'est-à-dire que c'est chaque personne qui reçoit sa part. J'ai un hanneton qui est entré, c'est très mignon.
Que chacun reçoit sa part. Aujourd'hui, quand vous êtes au RSA, par exemple, le RSA, il est à 575 euros, je crois. Si vous vivez à deux, vous recevez pas 1150 balles. À deux, c'est 700 quelque chose. À deux plus un enfant, c'est 800 plus quelque chose. Et donc, plus vous êtes nombreux, puis moins vous percevez par personne. Là, le revenu est individualisé. Bon, alors j'en étais resté que je prouve, que je démontre que le revenu de base était quelque chose, était un générateur de richesse, donc il n'a pas un coût et qu'il rapporte, et j'ai été interrompu en plein milieu de mon speech, et donc je reprends. Donc j'en étais à... Les revenus se cumulent. Vous avez deux adultes qui n'ont rien, qui n'ont aucun revenu, ça fait que ces deux adultes vont recevoir chacun 900 euros, ça fait 1800 euros, plus l'enfant qui va recevoir 250 euros s'il est dans sa première année, il va en recevoir 400 s'il a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça fait que ça devient possible de vivre. Donc déjà, même si ça n'offre pas une vie de luxe, ça extrait de la pauvreté. Et ça permet de donner la possibilité d'envisager autre chose, de s'extraire de sa condition. On n'est plus assigné à résidence dans sa misère. Hein. On peut envisager commencer à se développer. Et donc, où il devient générateur de création de richesse, c'est que, alors vous avez le lien en dessous de la vidéo originale, hein, du troisième live, je remettrai les informations en dessous de celui-là. Vous avez le lien vers mon article sur le revenu de base où vous aurez tous les chiffres. En fait, je parlais de 200 euros qui sont le socle du revenu universel, c'est-à-dire que tout le monde le reçoit, riche et pauvre, pour que tout le monde contribue à l'économie locale et à la citoyenneté locale. Et ça, aujourd'hui, 7% du PIB, une somme de 160 milliards d'euros. Mais en réalité, c'est pas véritablement 7% du PIB. Il faut savoir que le système de sécurité sociale actuel coûte 32% du PIB. Mais dans ce système social, il y a des tas de choses qui, avec le revenu de base et avec le revenu universel, giclent. Rien qu'avec ces 200 euros, il y a des choses qui s'en vont. On peut supprimer les APL, par exemple. Si vous avez 3 personnes qui vivent dans un logement, qu'elles aient le revenu de base en complément ou pas, ça fait 600 euros qui rentrent. Il n'y a pas de raison de donner des APL. Les allocations familiales s'en vont aussi, puisque l'enfant, il reçoit dès la première année 250 euros par mois. Donc, je veux dire, voilà, les allocations familiales s'en vont, les APL s'en vont. Les APL, c'est 34 milliards d'euros par an. Donc, il y a des choses quand même qui disparaissent dès l'apparition de ces 200 euros. Et donc, on ne peut pas considérer que ça fait 7% du PIB en plus. Ça représente 7% du PIB, mais on fait des économies sur le PIB par rapport au système qui est en place. Et donc, ce dispositif, par rapport à l'existant actuel, par rapport au pouvoir d'achat actuel, ça ajoute un pouvoir d'achat de 30 milliards qui va bénéficier à la population. Ces 30 milliards d'euros, à eux seuls, on peut espérer une croissance de 0,7%, charge déduite, parce qu'évidemment, il y a quand même des coûts. Hein, c'est pas qu'on injecte 30 milliards, puis ça rapporte 30 milliards. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres paramètres. C'est pas 30 milliards de plus de PIB. Et donc, on peut s'attendre à 0,7% de hausse de croissance, rien que par le fait de ces 30 milliards. Parce qu'il est évident que cet argent, puisqu'il est en monnaie locale complémentaire, il est non face changeur, c'est-à-dire moyennant 10% de commission, je te rachète ta monnaie locale, je t'achète tes 200 balles pour 190 euros, pour 180 euros, hein, voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça va se faire, hein, ça va sûrement se faire, et donc ça fait que celui qui aura échangé ces 200 balles contre 180 euros va les utiliser pour partir en vacances. Donc il y aura des fuites, c'est obligé, donc tout ne va pas dans l'économie française. Et c'est comme ça pour tout, hein. C'est normal, c'est logique, et c'est de notre intérêt, parce que c'est des échanges internationaux. Et donc ça fait 0,7% de croissance, 0,7% d'un PIB qui aujourd'hui est à 2418 milliards. Hein. 0,7% de 2418 milliards, si vous les avez dans la poche,
ça va. Dans la vie, ça va, hein, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Donc voilà. Donc quand même, c'est pas rien. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui donc est constitué de 700 euros qui sont versés au ratio de l'impôt du revenu. C'est-à-dire qu'on le fait passer à la moulinette de l'impôt négatif, à la moulinette d'une équation qui permet de moduler ce revenu en fonction de votre revenu. Et donc, ça, comme tout le monde ne va pas recevoir la même chose, j'estime que ce sera en moyenne 350 euros par mois, par personne. Et donc ça représente un chiffre de 400, d'à peu près 400 milliards à 300 euros, 440 milliards à 350 euros. Et donc on peut escompter là-dessus sur une croissance, je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai noté, enfin j'ai imprimé tout simplement mon article, ça représente une hausse de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport au c'est par la disparition d'autres éléments. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on supprime la SPA, la hache, la CMU, etc., l'ARS, etc., 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 etc. Il y a des tas et des tas de choses, le chèque énergie, blabla, voilà, la prime d'activité, tout ça, ça passe à la trappe, hein. Et donc tout ça, ça vient financer ce revenu de base. Et donc ça fait que sur ces 440 milliards, il y en a une bonne part qui sont financés. Et ça vient ajouter 90 milliards de pouvoir d'achat à la population. Et on peut se compter là-dessus une croissance de 1,4%. Et ça, donc on se retrouve avec une forte hausse de la croissance. Une croissance qui est plus qualitative. Puisque du coup, de fait, comme on a une grosse masse de la population qui est libérée du travail, l'industrie n'ayant plus l'obligation de produire massivement des produits bon marché pour que les gens puissent se les acheter pour avoir de l'emploi, mais qu'au contraire, on se retrouve avec une masse de population qui désormais est capable de contribuer, eh bien ça fait que l'industrie peut produire moins mais mieux, plus qualitatif, plus écologique, automatisé, d'une part, donc pour maintenir la valeur, donc on conserve cette croissance qui est quand même plus positive écologiquement, même si on a plus de croissance, c'est la croissance du 21e siècle. Ça n'a rien d'extraordinaire d'avoir 2,1, 2,2, 2,4% de croissance, hein, je veux dire. Hein. À courant constructif, nous aimons bien dire que nous aurons, avec la transition écologique, une nouvelle période de 30 glorieuses pour le 21e siècle, avec 2,5% de croissance durablement. C'est pas autant que durant les 30 glorieuses du 20e siècle, où on a eu atteint 7%. Mais je veux dire, c'est une belle croissance. On peut avoir cette belle croissance. Mais en plus, ça fait que ces gens ont la capacité de se déployer, de s'épanouir. Alors, dans des activités mercantiles ou pas, dans des activités lucratives ou non lucratives. Ça peut aller dans le bénévolat, ce qui peut contribuer à réduire les charges pour l'État. Ou ça peut être pour créer leur entreprise, hein. Surtout qu'on va entre-temps, on aura entre-temps bénéficié de l'AMI, et donc du coup, ça fait que ces gens ont la capacité de créer un projet sans s'inquiéter du lendemain, puisque c'est un revenu fixe, stable, tout le monde le reçoit. Et donc, ça fait que ces gens vont pouvoir faire appel à leur créativité, à leur innovation, qui est énorme. Hein. 2 Français sur 3 rêvent de créer une entreprise. D'après les statistiques, c'est quelque chose de colossal. Tout le monde a des idées. Et aujourd'hui, elles ne peuvent pas émerger parce que si on n'a rien, si on a vraiment rien, on ne peut pas. Avec ça, même si c'est pas dans le luxe, et au lieu de devoir passer par un milieu financier habituel, devoir ramper, on va pouvoir présenter son projet à l'AMI, démocratiquement, face à des gens qui sont dans la même situation que nous, et donc qui, de toute façon, connaissent aussi le problème et vont peut-être être intéressés par une participation au projet. Et donc, on va être financé, et ça signifie que cette population libérée du travail représente une nouvelle couche économique. C'est pas une couche de gens qui bénéficient de l'aide sociale universelle parce qu'ils n'ont plus de travail, comme l'envisageait Benoît Hamon. Non, c'est une nouvelle couche économique qui vient s'ajouter aux couches économiques déjà existantes, et donc qui va générer de la richesse. Donc, on va arriver à 1, 2,5% de croissance, et c'est ça qui va
qui va couvrir qui va porter le revenu de base. Le revenu de base, ça signifie que on va le financer disons, en quelques années. On entre progressivement dans son financement. C'est pas du jour au lendemain. On élève d'abord on rend inconditionnel les minima sociaux. On rend le RSA obligatoire, c'est-à-dire que sur la simple base de la déclaration d'impôt, celui qui ne l'a pas le reçoit. Il n'y a plus de démarche administrative. On fait sa déclaration d'impôt, on a droit ou on n'a pas droit. Ensuite, on l'élève, on amène tous les minima sociaux au même niveau. Tout le monde a droit à 900 balles. On met en place l'AMI en parallèle de tout ça, qui ne coûte rien, hein, qui est facile à mettre en place. Donc tout ce système se met en route, puis petit à petit, on augmente, après on ajoute sur à peu près 9 ans, on va dire. Voilà. C'est un processus qui prend à peu près 9 ans, et on se retrouve au bout de 9 ans avec une économie qui est beaucoup plus contributive, beaucoup plus démocratique, et beaucoup plus rentable. Et on entre dans une nouvelle période de 30 glorieuses, avec une économie beaucoup plus écologique et beaucoup plus contributive. Alors voilà, cette fois-ci je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je pense que le prochain live sera autour des énergies renouvelables. Ensuite, je ferai un live sur tout ce que je voudrais vous dire, tout ce que je ne vous ai pas dit, répondre à vos questions, etc., etc. On a encore une série de lives à faire, hein. On a encore des choses à se dire. En attendant, à bientôt. Bon, alors j'en étais resté à la question de CG qui demandait que je démontre que le revenu de base était un générateur de richesse, donc il n'a pas un coût et qu'il rapporte, et j'ai été interrompu en plein milieu de mon speech, et donc je reprends. Donc j'en étais à expliquer que le revenu de base est individualisé. Et donc, ça signifie que si vous avez une famille de deux adultes et un enfant, les revenus se cumulent. Vous avez deux adultes qui n'ont rien, qui n'ont aucun revenu. Ça fait que ces deux adultes vont recevoir chacun 900 euros, ça fait 1800 euros. Plus l'enfant qui va recevoir 250 euros s'il est dans sa première année, il va en recevoir 400 s'il a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça fait que ça devient possible de vivre. Donc déjà, même si ça n'offre pas une vie de luxe, ça extrait de la pauvreté. Et ça permet de donner la possibilité d'envisager autre chose, de s'extraire de sa condition. On n'est plus assigné à résidence dans sa misère, hein. On peut envisager, commencer à se développer. Et donc, où il devient générateur de création de richesse, c'est que, alors vous avez le lien en dessous de la vidéo originale, hein, du troisième live. Je remettrai les informations en dessous de celui-là. Vous avez le lien vers mon article sur le revenu de base où vous aurez tous les chiffres. En fait, je parlais de 200 euros qui sont le socle du revenu universel, c'est-à-dire que tout le monde le reçoit, riche et pauvre, pour que tout le monde contribue à l'économie locale et à la citoyenneté locale. Et ça représente aujourd'hui 7% du PIB, une somme de 160 milliards d'euros. Mais en réalité, c'est pas véritablement 7% du PIB. Il faut savoir que le système de sécurité sociale actuel coûte 32% du PIB. Mais dans ce système social, il y a des tas de choses qui, avec le revenu de base et avec le revenu universel, giclent. Rien qu'avec ces 200 euros, il y a des choses qui s'en vont. On peut supprimer les APL, par exemple. Si vous avez 3 personnes qui vivent dans un logement, qu'elles aient le revenu de base en complément ou pas, ça fait 600 euros qui rentrent. Il n'y a pas de raison de donner des APL. Les allocations familiales s'en vont aussi, puisque l'enfant il reçoit dès la première année 250 euros par mois. Donc, je veux dire, voilà, les allocations familiales s'en vont, les APL s'en vont. Les APL, c'est 34 milliards d'euros par an. Donc, il y a des choses quand même qui disparaissent dès l'apparition de ces 200 euros. Et donc, on ne peut pas considérer que ça fait 7% du PIB en plus. Ça représente 7% du PIB, mais on fait des économies sur le PIB par rapport au système qui est en place.
Et donc, ça, ce dispositif, par rapport à l'existant actuel, par rapport au pouvoir d'achat actuel, ça ajoute un pouvoir d'achat de 30 milliards qui va bénéficier à la population. Ces 30 milliards d'euros, à eux seuls, on peut espérer une croissance de 0,7%, charge déduite, parce qu'évidemment, il y a quand même il y a des coûts. Hein, c'est pas qu'on injecte 30 milliards, puis ça rapporte 30 milliards. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres paramètres. C'est pas 30 milliards de plus de PIB. Et donc, on peut s'attendre à 0,7% de hausse de croissance, rien que par le fait de ces 30 milliards. Parce qu'il est évident que cet argent, puisqu'il est en monnaie locale complémentaire, il est non thésaurisable, il va être dépensé. Même en imaginant qu'il y ait des petits malins qui se fassent changeurs, c'est-à-dire moyennant 10% de commission, je te rachète ta monnaie locale, je t'achète tes 200 balles pour 190 euros, pour 180 euros, hein, voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça va se faire, hein, ça va sûrement se faire. Et donc, ça fait que celui qui aura échangé ces 200 balles contre 180 euros va les utiliser pour partir en vacances. Donc, il y aura des fuites. C'est obligé, donc tout ne va pas dans l'économie française. Et c'est comme ça pour tout, hein, voilà, c'est normal, c'est logique, et c'est de notre intérêt, parce que c'est des échanges internationaux. Et donc, ça fait 0,7% de croissance, 0,7% d'un PIB qui aujourd'hui est à 2418 milliards. Hein. 0,7% de 2418 milliards, si vous les avez dans la poche, euh, ça va. Dans la vie, ça va. Hein, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Donc, voilà. Donc, quand même, c'est pas rien. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est constitué de 700 euros qui sont versés au ratio de l'impôt du revenu. C'est-à-dire qu'on le fait passer à la moulinette de l'impôt négatif, à la moulinette d'une équation qui permet de moduler ce revenu en fonction de votre revenu. Et donc, ça, comme tout le monde ne va pas recevoir la même chose, j'estime que ce sera en moyenne 350 euros par mois, par personne. Et donc ça représente un chiffre de 400, d'à peu près 400 milliards à 300 euros, 440 milliards à 350 euros. Et donc on peut escompter là-dessus sur une croissance, je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai noté, enfin j'ai imprimé tout simplement mon article. Ça représente une hausse de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à aujourd'hui de 90 milliards. Donc 440 milliards, mais dont une grosse partie sont financés par la disparition d'autres éléments. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on supprime l'ASPA, la hache, la CMU, l'ARS, etc., 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 etc. Il y a des tas et des tas de choses, le chèque énergie, blabla, voilà, la prime d'activité, tout ça, ça passe à la trappe. Hein. Et donc tout ça, ça vient financer ce revenu de base. Et donc ça fait que sur ces 440 milliards, il y en a une bonne part qui sont financés. Et ça vient ajouter 90 milliards de pouvoir d'achat à la population. Et on peut se compter là-dessus une croissance de 1,4%. Et ça, donc on se retrouve avec une forte hausse de la croissance. Une croissance qui est plus qualitative. Puisque du coup, de fait, comme on a une grosse masse de la population qui est libérée du travail, l'industrie n'ayant plus l'obligation de produire massivement des produits bon marché pour que les gens puissent se les acheter pour avoir de l'emploi, mais qu'au contraire, on se retrouve avec une masse de population qui désormais est capable de contribuer, eh bien ça fait que l'industrie peut produire moins mais mieux, plus qualitatif, plus écologique, automatisé, d'une part, donc pour maintenir la valeur, donc on conserve cette croissance qui est quand même plus positive écologiquement, même si on a plus de croissance, c'est la croissance du 21e siècle,
Ça rien d'extraordinaire d'avoir 2,1, 2,2, 2,4% de croissance, hein, je veux dire. Hein. À courant constructif, nous aimons bien dire que nous aurons, avec la transition écologique, une nouvelle période de 30 glorieuses pour le 21e siècle, avec 2,5% de croissance durablement. C'est pas autant que durant les 30 glorieuses du 20e siècle, où on a eu atteint 7%, mais je veux dire, c'est une belle croissance. On peut avoir cette belle croissance. Mais en plus, ça fait que ces gens ont la capacité de se déployer, de s'épanouir. Alors, dans des activités mercantiles ou pas, dans des activités lucratives ou non lucratives. Ça peut aller dans le bénévolat, ce qui peut contribuer à réduire les charges pour l'État, ou ça peut être pour créer leur entreprise. Hein, surtout qu'on va entre-temps, on aura entre-temps bénéficié de l'AMI, et donc du coup, ça fait que ces gens ont la capacité de créer un projet sans s'inquiéter du lendemain, puisque c'est un revenu fixe, stable, sans danger de le perdre. On ne le perd que si on a du revenu. Donc, donc on peut envisager l'avenir tranquillement, sans craindre quoi que ce soit. Tout le monde le reçoit. Et donc, ça fait que ces gens vont pouvoir faire appel à leur créativité, à leur innovation, qui est énorme. Hein. 2 Français sur 3 rêvent de créer une entreprise. D'après les statistiques, c'est quelque chose de colossal. C'est tout le monde a des idées. Et aujourd'hui, elles ne peuvent pas émerger parce que si on n'a rien, si on a vraiment rien, on ne peut pas. Avec ça, on peut. Parce que du coup, on est tranquille, on est assuré de pouvoir manger demain, même si c'est pas dans le luxe. Et au lieu de devoir passer par un milieu financier habituel, devoir ramper, on va pouvoir présenter son projet à l'AMI, démocratiquement, face à des gens qui sont dans la même situation que nous, et donc qui, de toute façon, connaissent aussi le problème et vont peut-être être intéressés par une participation au projet. Et donc, on va être financé, et ça signifie que cette population libérée du travail représente une nouvelle couche économique. C'est pas une couche de gens qui bénéficient de l'aide sociale universelle parce qu'ils n'ont plus de travail, comme l'envisageait Benoît Hamon. Non, c'est une nouvelle couche économique qui vient s'ajouter aux couches économiques déjà existantes, et donc qui va générer de la richesse. Donc, on va arriver à 2,5% de croissance, et c'est ça qui va couvrir qui va porter le revenu de base. Le revenu de base, ça signifie que on va le financer disons, en quelques années. On entre progressivement dans son financement. C'est pas du jour au lendemain. On élève d'abord on rend inconditionnel les minima sociaux. On rend le RSA obligatoire, c'est-à-dire que sur la simple base de la déclaration d'impôt, celui qui ne l'a pas le reçoit. Il n'y a plus de démarche administrative. On fait sa déclaration d'impôt, on a droit ou on n'a pas droit. Ensuite, on l'élève, on amène tous les minima sociaux au même niveau. Tout le monde a droit à 900 balles. On met en place l'AMI en parallèle de tout ça, qui ne coûte rien, hein, qui est facile à mettre en place. Donc tout ce système se met en route, puis petit à petit, on augmente, après on ajoute on annule les aides sociales, on les remplace par le revenu de base, et on a fait la transition, et ça se fait sur à peu près 9 ans, on va dire. Voilà. C'est un processus qui prend à peu près 9 ans, et on se retrouve au bout de 9 ans avec une économie qui est beaucoup plus contributive, beaucoup plus démocratique, et beaucoup plus rentable. Et on entre dans une nouvelle période de 30 glorieuses, avec une économie beaucoup plus écologique et beaucoup plus contributive. Alors voilà, cette fois-ci je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je pense que le prochain live sera autour des énergies renouvelables. Ensuite, je ferai un live sur tout ce que je voudrais vous dire, tout ce que je ne vous ai pas dit, répondre à vos questions, etc., etc. On a encore une série de lives à faire. Hein. On a encore des choses à se dire. En attendant, à bientôt. Bon, alors j'en étais resté à la question de CG qui demandait que je prouve, que je démontre que le revenu de base était était un générateur de richesse, donc il n'a pas un coût et qu'il rapporte, et j'ai été interrompu en plein milieu de mon speech, et donc je reprends. Donc j'en étais à expliquer que le revenu de base est individualisé. Et donc, ça signifie que si vous avez une famille de 2 adultes et un enfant,
les revenus se cumulent. Vous avez deux adultes qui n'ont rien, qui n'ont aucun revenu, ça fait que ces deux adultes vont recevoir chacun 900 euros, ça fait 1800 euros, plus l'enfant qui va recevoir 250 euros s'il est dans sa première année, il va en recevoir 400 s'il a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, et donc ça fait que ça devient possible de vivre. Donc déjà, même si ça n'offre pas une vie de luxe, ça extrait de la pauvreté. Et ça permet de donner la possibilité d'envisager autre chose, de s'extraire de sa condition. On n'est plus assigné à résidence dans sa misère, hein. On peut envisager, commencer à se développer. Et donc, où il devient générateur de création de richesse, c'est que, alors vous avez le lien en dessous de la vidéo originale, hein, du troisième live, je remettrai les informations en dessous de celui-là. Vous avez le lien vers mon article sur le revenu de base où vous aurez tous les chiffres. En fait, je parlais de 200 euros qui sont le socle du revenu universel, c'est-à-dire que tout le monde le reçoit, riche et pauvre, pour que tout le monde contribue à l'économie locale et à la citoyenneté locale. Et ça représente aujourd'hui 7% du PIB, une somme de 160 milliards d'euros. Mais en réalité, c'est pas véritablement 7% du PIB. Il faut savoir que le système de sécurité sociale actuel coûte 32% du PIB. Mais dans ce système social, il y a des tas de choses qui, avec le revenu de base et avec le revenu universel, giclent. Rien qu'avec ces 200 euros, il y a des choses qui s'en vont. On peut supprimer les APL, par exemple. Si vous avez 3 personnes qui vivent dans un logement, qu'elles aient le revenu de base en complément ou pas, ça fait 600 euros qui rentrent. Il n'y a pas de raison de donner des APL. Les allocations familiales s'en vont aussi, puisque l'enfant il reçoit dès la première année 250 euros par mois. Donc, je veux dire, voilà, les allocations familiales s'en vont, les APL s'en vont. Les APL, c'est 34 milliards d'euros par an. Donc, il y a des choses quand même qui disparaissent dès l'apparition de ces 200 euros. Et donc, on ne peut pas considérer que ça fait 7% du PIB en plus. Ça représente 7% du PIB, mais on fait des économies sur le PIB par rapport au système qui est en place. Et donc, ce dispositif, par rapport à l'existant actuel, par rapport au pouvoir d'achat actuel, ça ajoute un pouvoir d'achat de 30 milliards qui va bénéficier à la population. Ces 30 milliards d'euros, à eux seuls, on peut espérer une croissance de 0,7%, charge déduite, parce qu'évidemment, il y a quand même des coûts. Hein, c'est pas qu'on injecte 30 milliards, puis ça rapporte 30 milliards. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres paramètres. C'est pas 30 milliards de plus de PIB. Et donc, on peut s'attendre à 0,7% de hausse de croissance, rien que par le fait de ces 30 milliards. Parce qu'il est évident que cet argent, puisqu'il est en monnaie locale complémentaire, il est non thésaurisable, il va être dépensé. Même en imaginant qu'il y ait des petits malins qui se fassent changeurs, c'est-à-dire moyennant 10% de commission, je te rachète ta monnaie locale, je t'achète tes 200 balles pour 190 euros, pour 180 euros, hein, voilà, bon. Pourquoi pas, hein, ça va se faire, hein, ça va sûrement se faire. Et donc, ça fait que celui qui aura échangé ces 200 balles contre 180 euros va les utiliser pour partir en vacances. Donc, il y aura des fuites. C'est obligé, donc tout ne va pas dans l'économie française. Et c'est comme ça pour tout, hein, voilà, c'est normal, c'est logique, et c'est de notre intérêt, parce que c'est des échanges internationaux. Et donc, ça fait 0,7% de croissance, 0,7% d'un PIB qui aujourd'hui est à 2418 milliards. Hein. 0,7% de 2418 milliards, si vous les avez dans la poche, ça va. Dans la vie, ça va. Hein, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Donc, voilà. Donc, quand même, c'est pas rien. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est constitué de 700 euros qui sont versés au ratio de l'impôt du revenu. C'est-à-dire qu'on le fait passer à la moulinette de l'impôt négatif, à la moulinette d'une équation qui permet de moduler ce revenu en fonction de votre revenu.
Et donc, ça, comme tout le monde ne va pas recevoir la même chose, j'estime que ce sera en moyenne 350 euros par mois, par personne. Et donc ça représente un chiffre de 400, d'à peu près 400 milliards à 300 euros, 440 milliards à 350 euros. Et donc, on peut escompter là-dessus sur une croissance, je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai noté, enfin j'ai imprimé tout simplement mon article, ça représente une hausse de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à aujourd'hui de 90 milliards. Donc 440 milliards, mais dont une grosse partie sont financés par la disparition d'autres éléments. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on supprime la SPA, la hache, la CMU, l'ARS, etc., 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 etc. Il y a des tas et des tas de choses, le chèque énergie, blabla, voilà, la prime d'activité, tout ça, ça passe à la trappe, hein. Et donc tout ça, ça vient financer ce revenu de base. Et donc ça fait que sur ces 440 milliards, il y en a une bonne part qui sont financés. Et ça vient ajouter 90 milliards de pouvoir d'achat à la population. Et on peut escompter là-dessus une croissance de 1,4%. Et donc, donc on se retrouve avec une forte hausse de la croissance. Une croissance qui est plus qualitative. Puisque du coup, de fait, comme on a une grosse masse de la population qui est libérée du travail, l'industrie n'ayant plus l'obligation de produire massivement des produits bon marché pour que les gens puissent se les acheter pour avoir de l'emploi, mais qu'au contraire, on se retrouve avec une masse de population qui désormais est capable de contribuer, eh bien ça fait que l'industrie peut produire moins mais mieux, plus qualitatif, plus écologique, automatisé, d'une part, donc pour maintenir la valeur, donc on conserve cette croissance qui est quand même plus positive écologiquement, même si on a plus de croissance, c'est la croissance du 21e siècle. Ça n'a rien d'extraordinaire d'avoir 2,1, 2,2, 2,4% de croissance, hein, je veux dire. Hein. À courant constructif, nous aimons bien dire que nous aurons, avec la transition écologique, une nouvelle période de 30 glorieuses pour le 21e siècle, avec 2,5% de croissance durablement. C'est pas autant que durant les 30 glorieuses du 20e siècle, où on a eu atteint 7%. Mais je veux dire, c'est une belle croissance. On peut avoir cette belle croissance. Mais en plus, ça fait que ces gens ont la capacité de se déployer, de s'épanouir. Alors, dans des activités mercantiles ou pas, dans des activités lucratives ou non lucratives. Ça peut aller dans le bénévolat, ce qui peut contribuer à réduire les charges pour l'État, ou ça peut être pour créer leur entreprise, hein. Surtout qu'on va entre-temps, on aura entre-temps bénéficié de l'AMI, et donc du coup, ça fait que ces gens ont la capacité de créer un projet sans s'inquiéter du lendemain, puisque c'est un revenu fixe, stable, sans danger de le perdre. On ne le perd que si on a du revenu. Donc, donc on peut envisager l'avenir tranquillement, sans craindre quoi que ce soit. Tout le monde le reçoit. Et donc, ça fait que ces gens vont pouvoir faire appel à leur créativité, à leur innovation, qui est énorme, hein. 2 Français sur 3 rêvent de créer une entreprise. D'après les statistiques, c'est quelque chose de colossal. C'est tout le monde a des idées. Et aujourd'hui, elles ne peuvent pas émerger parce que si on n'a rien, si on a vraiment rien, on ne peut pas. Avec ça, on peut. Parce que du coup, on est tranquille, on est assuré de pouvoir manger demain, même si c'est pas dans le luxe. Et au lieu de devoir passer par un milieu financier habituel, devoir ramper, on va pouvoir présenter son projet à l'AMI, démocratiquement, face à des gens qui sont dans la même situation que nous, et donc qui, de toute façon, connaissent aussi le problème et vont peut-être être intéressés par une participation au projet. Et donc, on va être financé, et ça signifie que cette population libérée du travail représente une nouvelle couche économique. C'est pas une couche de gens qui bénéficient de l'aide sociale universelle parce qu'ils n'ont plus de travail, comme l'envisageait Benoît Hamon. Non, c'est une nouvelle couche économique qui vient s'ajouter aux couches économiques déjà existantes, et donc qui va générer de la richesse. Donc, on va arriver à 2,5% de croissance, et c'est ça qui va
qui va couvrir qui va porter le revenu de base. Le revenu de base, ça signifie que on va le financer disons, en quelques années. On entre progressivement dans son financement. C'est pas du jour au lendemain. On élève d'abord on rend inconditionnel les minima sociaux. On rend le RSA obligatoire, c'est-à-dire que sur la simple base de la déclaration d'impôt, celui qui ne l'a pas le reçoit. Il n'y a plus de démarche administrative. On fait sa déclaration d'impôt, on a droit ou on n'a pas droit. Ensuite, on l'élève, on amène tous les minima sociaux au même niveau. Tout le monde a droit à 900 balles. On met en place l'AMI en parallèle de tout ça, qui ne coûte rien, hein, qui est facile à mettre en place. Donc tout ce système se met en route, puis petit à petit, on augmente, après on ajoute on annule les aides sociales, on les remplace par le revenu de base, et on a fait la transition, et ça se fait sur à peu près 9 ans, on va dire. Voilà. C'est un processus qui prend à peu près 9 ans, et on se retrouve au bout de 9 ans avec une économie qui est beaucoup plus contributive, beaucoup plus démocratique, et beaucoup plus rentable. Et on entre dans une nouvelle période de 30 glorieuses, avec une économie beaucoup plus écologique et beaucoup plus contributive. Alors voilà, cette fois-ci je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je pense que le prochain live sera autour des énergies renouvelables. Ensuite, je ferai un live sur tout ce que je voudrais vous dire, tout ce que je ne vous ai pas dit, répondre à vos questions, etc., etc. On a encore une série de lives à faire, hein. On a encore des choses à se dire. En attendant, à bientôt.